Vous voyez à l'écran ce dont souffrent les maires. Ça, c'est l'enquête qui a été conduite avec 8000 maires qui ont répondu. Moi, j'adore cette diapositive parce qu'elle met en évidence quand même aujourd'hui la tension qui existe dans la place des maires dans l'organisation du territoire. Les maires nous disent que globalement, ils ont davantage la reconnaissance de leurs administrés, vous voyez, à 65%, que la reconnaissance de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Et cet élément-là n'a cessé de se dégrader depuis 10 ans. Donc, quand j'ai eu l'occasion de présenter ces chiffres au dernier congrès des maires en novembre, des représentants du gouvernement étaient là, et ils étaient un petit peu, comment dire, un petit peu gênés par ces chiffres et qui correspondent à une réalité des maires. Mais je crois qu'il ne faut pas être je veux dire, très intelligent pour comprendre que la succession des crises depuis bientôt 10 ans met en évidence que la gestion des affaires courantes, la gestion des crises nationales, mais quand il s'agit de les gérer au plan local, montre que l'État n'est pas toujours au rendez-vous. Tous les départements ne se valent pas, il y a des relations parfois interpersonnelles qui se nouent entre certains maires et les services de la préfecture, ou le préfet, ou le secrétaire général de préfecture, mais ce sont des situations, je dirais presque personnelles, donc ce n'est pas un cadre qui est valable sur tout le territoire. Et la deuxième raison, il y a peut-être un mérite à la crise Covid, c'est qu'on a redécouvert l'existence des sous-préfectures, qui étaient quand même presque des vaisseaux fantômes avant 2020. Et donc on a réintroduit une chose évidente des fonctionnaires, et je vois que dans certains départements, ça y est, des mobilités sont engagées et on voit les effectifs déjà diminuer. Mais les sous-préfectures, à mon sens, elles sont essentielles, en particulier dans les territoires, je vais dire ruraux en tout cas, pour lesquels on a des contraintes et géographiques et de bassin de vie qui ne permettent pas et qui ne doivent surtout pas permettre de concentrer toute l'action publique dans les mains d'une préfecture. Dans le département des Hautes-Pyrénées, c'est ce que j'ai indiqué, c'est peut-être très petit, mais on n'a pas beaucoup de différence sur ces sujets entre la moyenne nationale et ce qu'on voit, ce que je peux observer dans le département des Hautes-Pyrénées. Peut-être que vous êtes plus sévère concernant la reconnaissance des citoyens. C'est 65% en France, c'est 55% dans le département des Hautes-Pyrénées. Donc vous avez certainement, je dirais, un grand nombre d'histoires à partager avec moi sur les raisons qui vous conduisent parfois à être plus sévère vis-à-vis de vos citoyens. La politique locale, non, elle continue d'intéresser les Français. Tout dépend de la manière dont on pratique cette politique locale. Le niveau d'exigence des citoyens, vous le jugez très élevé. Les citoyens à attendre de l'élu le plus visible, le plus disponible, le plus connu, des réponses à des sujets d'ordre public. Et donc il y a une relation très consumériste, oui, qui s'est installée aujourd'hui dans votre quotidien. Des opinions, ce n'est que l'extension de ce que notre société, très médiatisée, sur la grande difficulté aujourd'hui à débattre. Donc il n'y a pas de raison que les communes soient épargnées de cette polarisation des opinions. Un mouvement presque assumé de recentralisation parce qu'on estime que les maires et les équipes municipales, il faut les surveiller un peu comme le lait sur le feu, parce que si on ne met pas des garde-fous, ils seront trop dépensiers, ils ne prendront pas les bonnes décisions et s'affranchiront d'un cadre légal. Faire semblant de considérer qu'on décentralise un pays en ne cessant de surveiller tous les acteurs locaux, ça me semble être extrêmement infantilisant pour l'ensemble des élus locaux. Et la deuxième raison, sur le dilemme de la décentralisation, vous avez ici à l'écran une question que j'ai posée à la fois aux maires et à la fois aux Français. Et la question était la suivante.
Est-ce que les décisions politiques devraient être prises au nom de l'efficacité, en les adaptant en fonction des territoires, ou bien est-ce que les mêmes décisions politiques devraient être prises au nom de l'égalité républicaine? Ce que disent les Français et ce que disent les maires, c'est rigoureusement identique. 75% préfèrent que la décision politique soit prise au nom de l'efficacité attendue des responsables, plutôt que l'égalité. Je dirais qu'il y a un consensus très large de l'ensemble des maires, quel que soit le territoire, pour plus de liberté locale. On voit que globalement les maires ont eu beaucoup de mal à digérer la loi NOTRe. Mais cette loi NOTRe, très peu de maires souhaitent qu'elle soit d'une certaine manière revisitée et que l'on redéfinisse les conditions du périmètre des intercommunalités. Moi, ça me laisse entendre, c'est un petit peu comme je dirais, le malade qui sort de l'hôpital et qui finalement est soigné, mais ça a été très douloureux. Il ne souhaite pas retourner à l'hôpital. Et donc, revenir sur la loi NOTRe, c'est souhaité par personne, ou très peu de personnes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout va bien dans les intercommunalités. Ici, vous voyez que dans le département des Hautes-Pyrénées, vous êtes encore un tiers à considérer que ça ne se passe pas très bien dans le fonctionnement des intercommunalités. Si on ne se pose pas la question du mode de scrutin des conseillers communautaires, je crois qu'on martyrise quand même la démocratie municipale. Ça, c'est un avis très personnel. Et après la disparition tragique du maire de Signes dans le Var à l'été 2019, où on a mis en place dans cette enquête plusieurs questions sur les violences, pas simplement les violences physiques, mais aussi les violences symboliques subies par les maires. Et vous observez, alors, là ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Tout comme les démissions, moi je suis abasourdi. Si c'est vraiment un sujet d'intérêt national, je suis abasourdi que le ministère de l'Intérieur ne mette pas en place les moyens très simples de documenter et de mettre à disposition, les faits de violence et la nature des faits de violence, tout comme les démissions. Aujourd'hui, on navigue totalement à vue. On a beau demander au service du ministère de l'Intérieur, et notamment le bureau des élections, nous n'avons pas ces chiffres. Alors quand le ministère de l'Intérieur déclare augmentation de 32% des faits de violence entre 2021 et 2022, je ne sais pas ce qui se cache derrière ce chiffre. Je ne sais pas. Et c'est compliqué parce que, vous voyez, moi je continue à penser que la déclaration, c'est un acte extrême déjà. Faire un signalement, ça veut dire, bien sûr, c'est pour vous protéger. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade ultime où vous estimez que vous êtes soit en danger, soit l'inacceptable a été franchi. On s'interroge quand même sur sa propre légitimité si on est mis à défaut par des faits de violence. Alors, on peut considérer, certes, il y a eu un travail avec la gendarmerie qui a permis, en tout cas, de faire de la prévention, de parfois avoir des bons gestes, mais je crois qu'on est en deçà de la réalité. Et je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure en essayant de peindre un tableau très noir. Mais la réalité ne peut pas être objectivée simplement par un instrument qui est, non pas au doigt mouillé, je fais confiance au service du ministère de l'Intérieur pour donner des chiffres, mais qu'ils ouvrent grand les fenêtres de cette information, parce qu'on a besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on observe depuis 2020 la nature des violences qui est en quelque sorte votre quotidien, et je mets les incivilités dans une forme de violence symbolique, ce sont les incivilités. Elles ont progressé, vous voyez, de près de 13 points en l'espace de 3 ans. Dans les Hautes-Pyrénées, ce sont 70% des maires qui ont, depuis le début de leur mandat en 2020, connu une situation d'incivilité. Plus ou moins grave, plus ou moins répétée, mais c'est le facteur sur lequel la réponse ne peut pas être que juridique, elle ne peut pas être que dans la répression, parce que
réprimer, c'est aussi, j'allais dire, s'offrir à toute forme de représailles. Ce sont les injures ou les insultes, insultes verbales, insultes écrites, et qui progressent de près de 10 points en 3 ans. Donc on est bien dans une période très singulière. J'insiste sur ça parce que pour moi ça c'est le phénomène nouveau quand on a mis sur pied cette enquête. Ce sont aussi les violences subies sur les réseaux sociaux. Alors dans le département des Hautes-Pyrénées, j'ai le sentiment que la situation est moins grave que dans le reste du pays, puisque seuls 12% des maires déclarent subir des intimidations, subir des menaces sur les réseaux sociaux. Les violences physiques, les agressions physiques, là on observe 10%. Alors ce chiffre est à prendre avec des pincettes, ça repose sur les déclarations des maires interrogés dans le département. Mais 10% des maires qui reconnaissent avoir déjà fait l'objet d'agressions physiques depuis 2020. Donc ce chiffre n'est pas négligeable. La conciliation d'une vie personnelle et d'une vie familiale avec la fonction de maire, pour 41% de maires, ça n'a pas d'impact, ça n'a rien modifié. Pour 35%, ça a eu un impact négatif et 21% un impact positif. La France est le seul pays au monde capable, lors d'une élection municipale, rassembler près de 1 million de concitoyens qui vont s'inscrire sur des listes sur un corps électoral de 47 millions de Français. 1 million pour 47, c'est unique au monde. Alors oui, il y a 35 000 communes, il y a un effet mécanique. Mais s'il y avait véritablement une crise de vocation, alors la crise de vocation, je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, c'est un vrai marronnier parce que on va avoir au mois de février-mars 2026 plusieurs sujets qui vont nous rappeler, comme tous les 6 ans, les 40, 50, 60 communes sur 35 000 où il n'y a pas de liste. 40, 50 communes sur 35 000 où il n'y a pas de liste. Je veux bien que ce soit un sujet de grande importance, mais, et d'ailleurs souvent après le premier tour, une fois que la préfecture prend en main l'organisation de nouvelles élections, on tombe aujourd'hui, c'est moins de 5 communes qui n'ont pas de maire. Donc la crise des vocations, pour moi, c'est pas le nombre de listes, c'est plutôt le profil des personnes prêtes à s'engager dans une mandature municipale. Et comme je vous l'ai dit, il y a un déficit du côté des femmes et un déficit du côté des moins de 40 ans. Moi, je vois le phénomène des démissions. Là aussi, le ministère de l'Intérieur est très avare d'informations. D'ailleurs, je ne le comprends pas, parce que quand un maire démissionne, il doit informer le préfet. Et si les préfectures sont fonctionnelles, on devrait pouvoir avoir cette remontée d'informations très simplement. Bon, c'est pas le cas. Je ne veux pas mettre ça sur le coup d'un dysfonctionnement des préfectures, mais quand même, c'est totalement incompréhensible qu'on n'ait pas cette information. Qu'on ne l'ait pas sur les conseillers municipaux, j'entends. Mais sur les maires, c'est incompréhensible. Alors les démissions, c'est très cyclique. Quand on arrive au milieu d'une mandature, c'est le pic des démissions. Et plus on se rapproche de l'élection, plus le nombre de démissions diminue. Parce que un certain nombre d'acteurs, de grands élus vont convaincre les maires de poursuivre ce travail. Et c'est ça une démocratie vivante. Hein. C'est le rôle je dirais, de cet écosystème local. En revanche, ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est le volume de démissions. On était entre 2008 et 2014 sur à peu près 120-125 démissions par an. Entre 2014 et 2020, on était autour de 250. Et aujourd'hui, entre 2020 et 2026, je m'arrête en 2024, on est plutôt sur 400-450 démissions par an. Donc en l'espace de 20 ans, on a triplé le nombre de démissionnaires. Certains journalistes parfois essayent de m'emmener sur un terrain. Ah, vous nous avez parlé de la violence. Oh bien, immanquablement, on comprend les démissions. Il n'y a aucun lien de causalité entre la violence et les démissions. Pour moi, je vois trois raisons. Premièrement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Parfois, c'est une découverte de l'impossibilité de concilier une vie professionnelle
et la fonction de maire, ou une vie personnelle et la fonction de maire. Donc cette conciliation, c'est une question de statut de l'élu et comment aménager cette fonction. Deuxième raison, et ça je l'ai davantage vu en faisant ce travail de terrain, moi ce que j'observe, c'est que les démissions, elles sont souvent liées à des dissensions dans le conseil municipal. Et quand je disais que l'élection 2020 s'est quand même déroulée dans un contexte très particulier où parfois le maire ne connaissait pas encore parfaitement les nouveaux colistiers, eh bien il suffit sur un sujet, pas le sujet essentiel d'une mandature, mais qu'il y ait un point de tension, très très vite les choses se crispent et vous avez 1, 2 conseillers municipaux qui démissionnent, entraînant 3, 4, 5, 6. Vous n'avez plus le nombre suffisant, il faut convoquer des élections anticipées, et le maire, qui ne comprend pas toujours pourquoi les choses ont aussi vite déraillé, se retrouve minoritaire lorsque les élections se déroulent. J'ai rarement rencontré un maire me disant « je m'engage parce que je vais mettre un peu de beurre dans les épinards à la fin de chaque mois. Je ne m'engage pas pour m'enrichir financièrement. » Mais, comme je dis toujours, si les maires ne s'engagent pas pour s'enrichir, ils ne s'engagent pas non plus pour s'appauvrir. Plus la commune est importante, plus l'indemnité est jugée insuffisante par les maires. Et donc, comme je disais tout à l'heure, 95% des communes sont moins de 1000 habitants. Le sujet de l'indemnité n'est pas au cœur des préoccupations des maires pour pouvoir agir. Redonner le pouvoir d'agir, le titre de la conférence, ça ne passe pas par l'indemnité. C'est-à-dire, ce n'est pas le point essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter. En revanche, quand je regarde attentivement le nombre d'heures que vous consacrez chaque semaine, ça c'est du déclaratif. C'est ce que vous répondez à nos enquêtes. Quand vous êtes dans une commune de moins de 500 habitants, en moyenne, c'est autour de, entre 20 et 25 heures par semaine, en tant que maire. Dans une commune de 3500 à 5000 habitants, on est plutôt à 45 heures. Ce sont des moyennes. Et vous voyez, il n'y a presque pas de différence si on est un maire avec une profession ou un maire retraité. Vous les avez à l'écran. Et donc, quand je fais ce calcul un peu provocateur, mais je rapporte le temps que vous déclarez à votre fonction et le montant de l'indemnité, et que je rapporte ça au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet 2023, être maire d'une commune de moins de 500 habitants, c'est être indemnisé au niveau du SMIC, ni plus ni moins. Quand vous êtes maire d'une commune de 1000 à 3500 habitants, votre indemnité correspond à 30% de plus que le taux horaire du SMIC. On ne se réveille pas un matin en se disant « je veux devenir maire ». On voit que ce sont des trajectoires très très longues. Merci pour ces éclairages, notamment sur notre